Bonsoir, donc je suis Galia Ackerman, co-organisatrice de cet événement. Excusez-nous pour quelques minutes d'attente qui sont dues au fait que Geneviève Garrigos, qui maintenant est collaboratrice de la mairie de Paris et grâce à laquelle nous avons eu cette merveilleuse salle, elle sera là dans 2-3 minutes parce qu'elle tenait à vous dire quelques mots. Pendant qu'elle n'est pas encore là, moi je vais vous dire quelques mots donc, de mon côté. Vous avez compris que nous allons d'abord voir la lecture-spectacle d'après la pièce de Sergueï Guinzilis, Les voisins. Est-ce que je suis aveugle ou je ne vois pas le traducteur de cette pièce? Ah oui, voilà. Boris Tcherny, il est là. Donc Boris est professeur de langue slave, chef du département de langue et littérature slave à l'université de Caen. Et il s'intéresse depuis un moment au Bélarus. Donc, l'ordre sera le suivant. Nous allons écouter Geneviève Garrigos et ensuite, on va voir le message que nous adresse Svetlana Tikhanovskaya. J'espérais l'avoir en live, mais au dernier moment, cela s'est avéré impossible parce que physiquement, elle se trouve actuellement dans l'avion. Donc, elle a enregistré la veille un message qu'elle adresse à vous tous. Et ensuite, on va voir cette lecture-spectacle. Et ensuite, on aura le débat comme ça a été déclaré, et j'espère qu'il nous restera au moins un tout petit peu de temps pour vos questions. Voilà, les intervenants en tout cas sont là. Il y a Alice Sirakvash, il y a Alexandra Goujon. Donc, Alexandra est spécialiste de l'Ukraine et de Bélarus, et Alice est une Bélarusse qui préside l'association des Bélarusses de Paris. Et je ne sais pas si je peux le dire. Voilà, et il faut dire que son frère, qui a 18 ans, il se bat sur le front en Ukraine, bien sûr, du côté des Ukrainiens et pas des Russes. Et il a même déjà été blessé et à peine guéri, encore en convalescence, il a tenu à retourner au combat. Voilà, donc j'ai dit ce que j'avais à dire. Elle est où, notre Geneviève? Elle arrive. Ok, bon. Ben écoutez. Ah, elle est là. Elle est là. Bonjour Geneviève. Bonjour, reste avec moi, ma chère Gaïa. Oui, bonjour, excusez-moi, mais vous comprendrez mon retard quand je vous dirai que j'étais avec la sœur d'un prisonnier d'opinion égyptien, Alaa Abdel Fattah, qui est citoyen d'honneur de la ville de Paris, qui est à son 49e jour de grève de la faim, compte tenu des conditions dans lesquelles il est détenu. Donc, excusez-moi, j'ai beaucoup d'émotions encore, mais vous comprendrez un peu mon retard et j'espère que vous m'en excuserez. Et j'en profite donc pour vous souhaiter la bienvenue. Donc, je suis la Geneviève Garrigos, c'est moi qui vous ai organisé ça avec Gaïa, et je tenais à vous dire combien nous sommes heureux de vous recevoir et que vous nous ayez sollicité pour créer cet événement à l'Hôtel de Ville. Pour une raison très simple déjà, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais fin 2020, le Conseil de Paris a voté pour un vœu en soutien justement à l'opposition au président Loukachenko
pendant les événements et c'était une période de très forte répression. Donc pour nous, c'était très très important. Et c'est vrai que ce soit au niveau de la ville de Paris, mais le Conseil de Paris et surtout sa maire, nous sommes très très attachés à apporter notre soutien à tous ceux qui se battent contre les violations très graves des droits humains, comme le dit la maire elle-même ou son adjoint Jean-Luc Romero-Michel, qui malheureusement ne peut pas être là parce qu'il n'est pas à Paris. Paris, c'est la ville des droits humains, c'est la ville de la Déclaration universelle, c'est la ville aussi de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est ici que nous avons adopté de très nombreux traités et nous tenons beaucoup à montrer justement que ce n'est pas juste comme ça des traités en l'air, mais que vraiment nous apportons cela. Donc c'est important aussi au-delà de ça parce qu'on voit aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine avec l'agression russe. On sait comme les personnes en Russie, que ce soit les journalistes, les défenseurs, les étudiants, tous les opposants sont aujourd'hui persécutés par le régime de M. Poutine. Mais on sait que le Bélarus n'est pas en reste malheureusement, que la situation est extrêmement difficile aussi pour vous. Et être là avec vous, en solidarité, eh bien, vous donner cet espace était pour nous très important. Et merci, ma chère Gaïa, parce que vraiment, tu es une femme fantastique, je l'adore. Je la connais depuis très longtemps, je pense qu'on peut l'applaudir, parce que vraiment, vraiment... En plus, Galia est résidente du 20e, elle habite dans le 20e arrondissement. Moi, je suis conseillère de Palu et élue dans le 20e. Je ne sais pas si Martin Bussy est là. Oui, voilà, Martin aussi est venu avec moi justement pour montrer que c'est l'hôtel de ville et le 20e arrondissement qui sommes solidaires. Et donc, merci et très bonne représentation, très bon débat. Merci beaucoup et bravo. Voilà. Et ensemble, voilà. Voilà. Dear Galina, dear artists, dear friends of Belarus, today our hearts are with Ukraine. The fates of Belarusian and Ukrainian people are strongly interconnected. There will not be a free Belarus without free Ukraine, and vice versa. Therefore, at every meeting where I'm invited, I speak about why it's so important to support Belarus, but also Ukraine. And I'm proud to see Belarusians and Ukrainians united at solidarity rallies when I travel around the world. Many Belarusians who fled the repressions in 2020 found a safe place in Ukraine. After the war had started, many stayed there. Belarusians volunteered in hospitals. They helped refugees, internally displaced persons, and simply people in need. Hundreds of Belarusians joined Belarusian battalions and fought Russian aggressions alongside the Ukrainian army. However, I'm still hearing, where are Belarusians? Why don't they protest against the war in Ukraine? Unfortunately, the regime in Belarus has suppressed many prominent voices in 2020. More than 50,000 people had been detained, many tortured. Almost all NGOs in Belarus were forced shut down. Major independent media were designated as extremist. Even subscription to this media was criminalized. Unfortunately, despite all the efforts of the international community and Belarusians themselves, we didn't manage to stop Lukashenko. In December 2021, just before the war has started, Russian tanks entered Belarus on the pretext of military drills. It went unnoticed for many until these tanks crossed the Ukrainian border and advanced in the direction of Bucha and Kiev. I can't say that had democratic Belarus prevailed in 2020, then war wouldn't have happened. But it's evident that without Lukashenko, Putin wouldn't have had such a military advantage. Belarus territory was used to launch missiles and aircraft to bomb peaceful Ukrainian cities day and night. Belarusians were definitely not prepared for this. The fear of repressions was complemented by fear of war. It's hard to imagine street protests now. The repressions are too high. Protests lead to massive arrests, new political prisoners, and immigration.
The democratic movement has transformed into an anti-war movement which grows by the day. On February 27, for the first time since 2020, tens of thousands took to the streets across the country to protest against the Russian invasion of Ukraine. Our activists hack government websites, volunteers hand out self-printed newspapers, and initiatives formed by the mothers of soldiers work with military. And we can also claim two achievements. First, our country didn't become a place where the Russian army feels safe. Since February, Belarusian partisans have conducted more than 80 acts of sabotage on the railways. Their bravery helped slow down Russians supplying their troops and transporting weapons through Belarus. Belarusians alerted Ukrainians about missile attacks and Russian bombers flying their way. Second, Belarus army refused to enter Ukraine, despite the attempts to drag it into this war. And it's also the achievement of our people, of mothers, and of course of officers, who refused to follow this criminal order and made all possible this wouldn't happen. Belarusians made their stance clear. They are against the war and the dictator supporting it. In contrast to Russia, there is no public support for the war among Belarusians. You won't see stadiums of people wearing Z or V signs. 86% of Belarusians are against our military involvement in the war. Therefore, it's crucial to understand and explain the difference between the regime and Belarus people. We should avoid situations when those who fight the regime and help Ukraine become isolated or discriminated against because of their passport. Belarus and Belarusians will continue to do our best to help Ukraine win. Ukrainian victory would open the window of opportunity for changes in Belarus, so all political prisoners can get back home and free elections are held. And I'm sure that Belarus will be on the right side of history. Let me also use this opportunity to ask you to stand by those who refuse to be silenced in Belarus and those who fight so bravely in Ukraine. Thank you. Donc, on pensait articuler cette discussion en 3 temps, en commençant par Boris, qui a déjà un peu parlé de la pièce, donc pour qu'il explique un peu le choix et aussi qu'est-ce qui l'attache particulièrement au Bélarus. Et ensuite, je donnerai la parole à Alexandra Goujon, qui, elle, a été, pendant les événements qui ont été donc évoqués de façon très, comment dirais-je, de façon aussi vivante dans la pièce, elle s'est trouvée là-bas. Et ensuite, je donnerai la parole à Alice qui nous livrera son témoignage sur les Bélarusses qui aujourd'hui font tout leur possible pour saboter donc, la présence de l'armée russe sur le territoire biélorusse pour empêcher simplement le départ depuis la Biélorussie et qui se battent carrément dans les rangs de l'armée ukrainienne. Donc, Boris. Oui. Tout d'abord, je remercie Galia qui, je le dis devant tout le monde et tout le monde le sait, mais ça mérite d'être répété, est une personne extraordinaire qui fait preuve d'un altruisme remarquable. Et je remercie les acteurs qui ont donné corps et sens à ce texte et vraiment c'était merveilleux, vraiment extraordinaire. Alors, cette pièce, ben, c'est une nécessité. Enfin, on travaille dans son bureau, on est à donner des cours, et puis il y a la recherche d'un sens à donner à ce qu'on fait. Et je ne me suis pas posé de questions, il me paraissait évident, après avoir lu le texte, qu'il y avait là quelque chose de fort, d'indispensable à communiquer, et que le souffle ne devait pas retomber
de l'indifférence, en France en tout cas, à travers ces quelques mots. Même, ça fait d'autant plus sens qu'aujourd'hui, on voit bien que la Biélorussie a été envahie par la Russie, et ça ne fait pas les grands titres, alors que voilà, c'est de facto, c'est le cas. Mes liens avec la Biélorussie sont multiples. Ils sont d'abord des liens familiaux, puisque mon grand-père est originaire de Brest-Litovsk, ville où je suis retourné il y a quelques années, et en particulier en 2019. Et en 2019, on sentait, à travers les conversations avec les personnes, qu'il y avait une saturation absolue, totale, un refus de continuer avec Loukachenko. Et les gens, ce qui m'avait étonné à l'époque, c'est que les gens s'exprimaient avec beaucoup de force, sans se dissimuler, du chauffeur de taxi à la personne dans le café, au bar, au restaurant. Donc on sentait profondément que c'était la ligne de tolérance vis-à-vis du régime avait été atteinte, mais en même temps avec un immense sens des responsabilités et du combat, de la mesure du combat qu'il voulait donner, c'est-à-dire toujours en restant dans la démocratie et le respect des autres. C'est une chose qui m'avait profondément surprise par rapport à la Russie, où la lutte est plus violente, si je peux dire. L'opposition est plus frontale. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Bon. Ben, merci beaucoup, Boris. Alors, on va donner la parole à Alexandra. Oui. Bonjour à tous. Alors, moi aussi, j'ai un lien familial avec la Biélorussie. Mon grand-père est biélorusse, d'un petit village à une centaine de kilomètres au sud de la ville de Minsk. Je suis allée pour la première fois en 1989, Biélorussie. J'ai commencé mes travaux dans les années 90. C'est un pays que je connais donc bien, et les opposants, un certain nombre d'entre eux que j'ai connus donc dans les années 90 et qui poursuivent encore aujourd'hui leur combat. Effectivement, moi j'avais déjà un petit peu vu, pas vu forcément de mes propres yeux, mais observé et connu la répression, par exemple, qu'il y avait eu dans les années 90, 1996, juste après, quelques années après l'accession au pouvoir d'Alexandre Loukachenko, une répression qui avait déjà provoqué un exil d'un certain nombre, d'ailleurs, d'opposants, que j'avais rencontrés après, d'ailleurs, en exil. Mais il est évident que la répression que vous avez entendue à travers cette pièce, qui est vraiment, je trouve, il y a plein d'éléments qu'on pourrait reprendre, mais qui montrent donc cette violence d'État, elle est sans commune mesure avec ce qu'on a pu observer précédemment. 2020 est vraiment un tournant, et c'est un pays où le niveau de répression actuel n'a jamais été atteint par le passé. Alors, ce que j'aimerais peut-être dire, il y a des choses qui font écho effectivement à ce que j'ai pu observer. Je n'y suis pas allée longtemps. Dans la salle, il y a aussi d'autres personnes qui y sont allées à ce moment-là et qui pourront peut-être d'ailleurs donner quelques témoignages. Ce que j'ai pu observer, alors moi j'y étais à un moment mi-septembre où, on va dire, la violence n'était pas forcément celle décrite, celle du mois d'août. Kolesnikova, dont on entend parler, est déjà arrêtée. Et il y a des arrestations. J'ai participé notamment, alors le samedi, vous aviez la marche des femmes, et le dimanche, la marche de tous les, j'allais dire, de tous les habitants, les familles. Hein. Et alors la marche des femmes à laquelle j'ai participé, c'est une marche effectivement qui s'est terminée par 300 arrestations. Alors, je me suis retrouvée réfugiée dans un institut de beauté. Je n'étais pas du tout en première ligne. J'ai observé plutôt de loin. Et j'étais accompagnée d'une jeune militante qui, elle, était en première ligne et voulait défendre son droit de manifester, en quelque sorte. Moi, j'ai dit, écoute, je regarderai ça comme ça. Puis tout d'un coup, on a vu les faux. Alors, il y avait une très grande tension. Et je l'ai retrouvée aussi le dimanche. Il y avait à chaque fois cette
Et on l'entend dans le témoignage lorsqu'elle dit il y a un chant, la Kupalka, et ça nous donne de la force, on se dit qu'il y a un peu d'espoir. Et ça, je le sentais, ça. Il y a une tension à aller manifester. Une fois qu'on voit qu'on peut se rassembler, on est rassuré, on se trouve entouré, on se retourne derrière, il y a une foule. Et je parle des gens qui manifestaient avec lesquels j'étais. Hein, et donc là, on est rassuré, il y a un élan, il y a une force collective. Et puis, on est toujours en train de regarder si les fourgons passent, est-ce qu'ils arrêtent, etc. Donc, voilà, il y a cette tension. Alors, moi, j'étais avec une femme qui a été arrêtée, qui a été relâchée quelques heures plus tard. Et ce mouvement, alors, je crois que, bien évidemment, c'est ce que disait aussi Svetlana Tikhanovskaya dans son propos, si vous voulez... il n'y a pas de visibilité aujourd'hui de cette résistance, ou alors vraiment faible, puisque en fait, on est systématiquement arrêté. Je rappellerai quand même qu'aujourd'hui, il y a des personnes, et Alice complétera, elle connaît bien le sujet, il y a aujourd'hui des personnes que l'on retrouve avec des photos qui ont participé aux manifestations du mois d'août 2020, hein, qui sont... On vient les arrêter aujourd'hui. Regardez, vous étiez là à tel endroit, etc. Donc la répression, ce n'est pas simplement par rapport à des formes de résistance actuelles, hein, mais aussi par rapport à ce que vous avez fait par le passé. Donc bien évidemment, il y a quelques manifestations qui ont lieu comme ça, dans des quartiers, les personnes sont masquées, on ne peut pas les... C'est extrêmement courageux parce que bien évidemment, elles encourent des peines de prison très importantes. La chose que je voulais rappeler aussi, et ça a été évoqué, une décision assez récente, c'est qu'en Biélorussie, contrairement aux pays voisins, hein, la Biélorussie est le seul pays qui ne fait pas partie du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, alors le seul pays européen, la Russie en est partie avant qu'on l'exclue en raison de l'acte d'agression de l'Ukraine, donc maintenant il n'y a plus la Russie, mais la Biélorussie continue d'utiliser la peine de mort. Et très récemment, donc, Alice me dirait, il y a 2 jours, 3 jours, là, il y a une loi qui a été... 2 jours. Il y a une loi qui a été adoptée et qui étend, en fait, le champ d'application de la peine de mort aux tentatives d'actes de terrorisme. Et alors ça, c'est en ligne directe, d'ailleurs ça me permet de faire la transition, ça touche à la fois l'opposition, mais également, bien évidemment, les formes d'opposition, autres formes d'opposition, non pas simplement par rapport au régime politique, mais aussi les formes d'opposition par rapport à l'implication, c'est-à-dire l'implication qui n'est pas... Svetlana Tikhanovskaya l'a rappelé, qui n'est pas militaire, mais il y a l'utilisation du territoire biélorusse pour des actions militaires menées sur le sol ukrainien par l'armée russe. C'est une transition vers ce dont Alice va nous parler peut-être. Alors oui, bonjour. Et Svetlana Tikhanovskaya a dit déjà beaucoup sur la résistance biélorusse pour aider l'Ukraine dans cette guerre. Je vais rajouter juste les choses que je sais, les choses que j'ai pu vivre à travers mes proches, à travers mes contacts au Bélarus, etc. C'est que depuis le début de la guerre, depuis le début quand l'armée russe est arrivée sur le territoire bélarusse pour attaquer l'Ukraine, le peuple bélarusse a pris vraiment peur qu'ils vont y rester et que Loukachenko va nous inclure dans cette guerre en tant qu'agresseur. Tous ces gens-là qui se sont soulevés pendant l'année 2020 et comme l'a bien expliqué Alexandra, qui ne peuvent plus manifester aujourd'hui, tous ces gens-là, il y a une partie qui s'est exilée, il y a d'autres parties qui n'étaient pas affichées, qui n'étaient pas sur les photos ou qui actuellement essaient de se cacher. Ces gens-là, ils ont pris la décision de rester, d'autres les ont rejoints. Ce qui a fait une sorte de réseau, un réseau caché. Juste une petite parenthèse, Bélarus a connu beaucoup de guerres qui traversaient entre l'Occident et la Russie, qui traversaient ce territoire. C'est quelque part dans notre mentalité, la guerre partisane. Et ça, on l'apprend à l'école, on l'apprend par nos grands-parents.
Mes grands-parents ont encore des cachettes dans la forêt. Et beaucoup de grands-parents de ma génération ont des cachettes dans la forêt pour cacher les vivres, par exemple, pour se cacher eux-mêmes aussi, jusque-là, jusque ce jour-là. Donc du coup, cet esprit de guerre partisane, c'est quelque chose qui était facile à adopter pour la résistance bélarusse face à, on va dire, l'échec de la résistance pacifique. Il y a Victor Martinovitch qui a écrit une pièce qui parle de ça, et il en a fait une interview il n'y a pas longtemps sur Arte, vous pouvez toujours encore le regarder. Il a dit, on ne peut pas combattre le mal, par le bien. Le mal gagnera. Soit il gagnera parce qu'il écrasera les personnes qui combattaient pacifiquement, soit il gagnera parce que les personnes qui combattaient pacifiquement vont adopter le mal en eux et aller avec les armes pour tuer les gens qui combattent contre eux avec les armes. Donc, où je voulais en venir, et ça rejoint ce qu'on vient de se parler, toute cette résistance que les Bélarusses ont fait à tous les niveaux, au niveau de l'armée, où il y a eu beaucoup de fuites que je trouve fiables, des soldats, des généraux qui refusaient cette participation à la guerre. C'est déjà écrit dans notre constitution que les Bélarusses ne peuvent pas participer, l'armée bélarusse ne peut pas participer à la guerre qui est à l'extérieur de son territoire. Mais ils ont refusé encore une fois d'exécuter les ordres. Le réseau des travailleurs de chemin de fer. Alors là, je vais faire une référence au film Shoah, où il y avait une question, il y avait cette phrase, je n'ai rien fait, j'ai juste conduit le train. Alors là, il y a des gens qui ont refusé de conduire le train qui amènera la mort à l'Ukraine. Et ces gens-là, il y en avait une soixantaine qui étaient arrêtés, mais j'en suis persuadée qu'il y en avait beaucoup plus et que j'espère pour eux qu'ils ont pu se cacher et fuir le pays. Ces gens-là ont pris la décision de risquer leur liberté et aussi leur vie, parce que la peine de mort, parce que ça aurait été considéré comme un acte terroriste, et actes terroristes comprennent la peine de mort au Bélarus. Il y a eu aussi des gens qui allaient sur les chemins de fer détruire pas les rails en eux-mêmes, mais les petits boîtiers techniques qui permettaient la communication avec le centre de gaiement. Ces gens-là, il y avait deux personnes qui étaient tirées lors de cette action-là, qui ont reçu 2 blessures par balle, qui sont heureusement en vie, mais qui sont à ce moment en prison et qui risquent une peine de mort. Donc, tous ces signes de l'organisation qui est passée de stade non violente, pacifique, démocratique, dans un pays qui est dictatorial, tous ces signes de résistance organisée ont fait tilt à Loukachenko, je pense, c'est mon opinion, je ne suis pas une chercheuse là-dessus, mais je suis malheureusement plongée dans les actualités en ce moment. On fait tilt à Loukachenko que ça va être difficile de faire face aux chutes de Poutine, qui est lente, mais qui est à mon avis imminente, qui va arriver. Je souhaite le plus rapidement possible. Et face à sa population à lui, qui est contre lui, qui l'a déjà montré et qui continue à le montrer, qui continue à montrer les signes de désobéissance. Donc cette loi qui est adoptée, elle est dans cette logique-là, de faire peur à toutes les organisations qui se préparent pour le faire face. C'est mon avis uniquement. Il y a aussi le côté des combattants qui sont partis à la guerre en Ukraine. Je vais vous dire que vous avez mentionné mon frère. Mon frère était arrêté en 2020. Mes 2 frères étaient arrêtés en 2020. Ils étaient ensemble. Ils étaient encore mineurs à ce moment-là, 16 et 17 ans. Ils ont passé une nuit à genoux. Ils étaient tabassés. Et il y avait même un garçon de 13 ans parmi eux. Ils étaient dans un endroit où on centralisait les mineurs. Donc j'ai réussi à les faire sortir du Bélarus. Ils se sont hébergés en Pologne. Et c'est de Pologne que mon frère, le lendemain de ses 18 ans, est parti en Ukraine pour se battre. Dans son bataillon, il y a un autre gars, il y en a plusieurs dans ce cas-là, qui était aussi en prison au Bélarus en 2020, qui a réussi à s'enfuir après une libération et qui est revenu pour se battre de côté de l'Ukraine. Il y a des raisons pour cela. De notre lien qui était beaucoup plus fort
qu'entre le Bélarus et la Russie, le Bélarus et l'Ukraine, selon moi, je pense, sont beaucoup plus proches dans leur histoire commune, dans leur mentalité, dans leur envie de liberté et de redécouvrir et assumer leur identité nationale. Ça n'a rien de nationaliste, c'est un besoin vital pour des gens à qui on a volé leur identité. De deux aussi, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, des personnes qui se combattent en ce moment-là pour l'Ukraine, ils disent ouvertement que la prochaine étape, ça va être venir au Bélarus et de retrouver la démocratie par la force. Je ne peux pas donner de jugement en cela, est-ce bien, est-ce mal, mais c'est un fait. Des personnes, on est arrivé en fait au Bélarus avec 1203, hier c'était 1203, peut-être aujourd'hui c'est plus, prisonniers politiques, des milliers de personnes qui sont passées par le prison et la torture. On est arrivé au niveau où tant de violences subies et il provoque de la violence en retour, je pense. Après, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Et si vous avez des questions, je vous en prie. Merci beaucoup, Alice. C'est un témoignage très fort. Et je voudrais peut-être rebondir par une question. Parmi ces 1200 prisonniers politiques, il y a plusieurs figures quand même très connues, comme Maria Kolesnikova, qui a fait un geste similaire à ce qu'ont fait certains opposants en Russie, c'est-à-dire que quand on voulait simplement la déporter donc, vers l'étranger, elle a déchiré son passeport, elle est devenue inexpulsable et par conséquent, donc, depuis, vous vous souvenez qu'elle était l'une des leaders de ce mouvement de protestation parfaitement paisible, parfaitement pacifique. Et maintenant, elle est en prison. Donc, je voulais déjà savoir quel est son sort, qu'est-ce que vous savez, et peut-être évoquer quelques autres prisonniers politiques très connus et leur sort, notamment le mari de Svetlana Tikhanovskaya. Oui, Babariko, bien sûr. Donc, est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu de ces figures marquantes de l'opposition bélarusse? Et j'ai une deuxième question qui s'arrime à la première. Moi, j'ai toujours été frappée quand le mouvement de protestation contre cette élection présidentielle complètement truquée a commencé. J'ai lu des déclarations de plusieurs opposants et à l'époque, il leur semblait que, en fait, en quelque sorte, Vladimir Poutine était peut-être même préférable à Loukachenko parce qu'il était plus modéré et la Russie semblait... En tout cas, il n'y avait pas du tout d'opposition à la fois à Loukachenko et à Poutine. Maintenant, c'est certainement à évoluer, donc c'est intéressant de voir comment. Donc, pour répondre à la première question, les prisonniers politiques bélarusses, donc les plus connus, les plus dangereux, vivent une isolation de leurs proches, de communication avec d'autres prisonniers, mais aussi de la communication avec le monde extérieur, parce que la plupart de leurs courriers sont détruits. Et on ne peut avoir que très peu d'informations comment elles vont, parce que même leurs avocats, ils n'ont pas le droit de divulguer quoi qu'il en soit. Je vais vous parler d'une personne qui est moins connue que Maria Kolesnikova, que Victor Babariko, que Sergei Tikhanovsky. C'est Mikhail Didok, qui est un anarchiste bélarusse, mais qui est un anarchiste théoricien. Il a fait des études politiques. Et lui, il a des témoignages comme quoi ces lettres, on les déchire devant lui, qu'on les envoie. Il regarde, et tu ne les auras pas. Ces personnes vivent sous une pression constante chaque jour. Toutes ces personnes qu'on a nommées et tous les autres qu'on ne peut pas nommer parce qu'il y a 1200, ça ne tiendra pas à une soirée. Mais surtout ceux qui sont les plus intelligents, les plus braves,
les plus forts, les plus belles personnes sont à ce moment-là en train d'être sous une pression qui essaie de les détruire. Alors je prie pour qu'ils puissent tenir sur cette pression. Et je ne sais pas qu'est-ce que nous, de notre côté, on peut faire pour eux pour qu'ils le sentent. Parce qu'ils ne reçoivent pas, ils ne reçoivent presque rien comme information. Ils ont l'accès à la télé de la propagande de Bélarus où rien de tout ce qui se passe dans le monde extérieur, à part Bélarus et la Russie, n'est amené, ou si c'est amené, c'est sous le prisme de la propagande. Et pour répondre à la question de Poutine, il y a eu peut-être ces idées-là que Poutine était plus modéré. Moi, ce que je peux constater, que chaque fois qu'un quelque chose se passait au Bélarus, le même scénario se répétait avec l'opposition russe. Et il y a des analystes, des opinions parmi les Bélarusses comme quoi on est leur polygon d'essai de la répression. Donc, moi, je vois Poutine de devenir de plus en plus dur envers son peuple, à la cadence que Loukachenko aussi. Je ne sais pas, peut-être c'est une idée. Comment on peut le comparer? Je pense que Poutine a toujours été une personne beaucoup plus horrible et ténébreuse que Loukachenko, et beaucoup plus dangereuse depuis le début. Sauf que la propagande russe, le système de politique russe et son gouvernement était un peu plus intelligent que celui de Loukachenko. C'est justement pour ça qu'il a pu duper le monde entier, en fait. Merci. Maintenant, une question. Il y a juste une chose que je voulais dire, malgré tout, c'est que Loukachenko, en fait, il vit aussi par Poutine. Et donc, effectivement, il soigne Poutine malgré tout, parce que... C'est quelque chose, oui, que j'ai mentionné, que Loukachenko, en voyant Poutine tomber, il a pris peur pour lui, parce qu'effectivement, en ce moment où Bélarus est sous sanction depuis 2020, Poutine est le sponsor principal du régime de Loukachenko. Si je peux me permettre, mon hypothèse est que le mouvement tel qu'il se dessinait voulait aussi faire passer à Poutine, mais c'est une hypothèse que je vous soumets, voulait faire passer à Poutine le message que le régime de Loukachenko était tellement pourri qu'il risquait de le faire tomber lui, et qu'il était peut-être temps de se débarrasser de Loukachenko avant qu'il ne l'entraîne sa propre chute à lui. Mais c'est une hypothèse que je vous soumets sans apporter autre démonstration, mais qui me paraît probable. Et il y a des choses qu'on n'imagine pas. Par exemple, moi je suis allé pendant 6 ans au Bélarus, en fait, à Brest, où j'avais une amie que j'allais voir assez régulièrement. J'y suis allé aussi en voiture, ce qui m'a permis de circuler dans des tas d'endroits du Bélarus qui m'ont apporté beaucoup de choses. Et alors, entre autres, vous voyez, moi je me souviens qu'à Brest, il y avait une bibliothèque, il y avait une librairie dans laquelle étaient cachés, entre des livres courants, des livres, mon ami Natacha m'avait dit, tu sais, il y a des livres très intéressants que je ne peux pas acheter parce que je ne suis pas assez riche, mais si tu veux bien, on va aller voir. Et il y avait une vendeuse, c'était extraordinaire parce que c'était toujours la même. Et j'ai récupéré des bouquins comme ça, absolument incroyables, qui n'étaient pas spécialement, disons, qui n'étaient pas dans la ligne présidentielle, là, effectivement. Et là, ce qui me frappait, c'était ça. Et de même que j'ai eu l'occasion, parce que je suis bibliothécaire, j'ai été bibliothécaire 40 ans à Paris, c'était d'aller dans la grande bibliothèque assez extraordinaire qui se trouve à Minsk. Et alors mon ami m'a dit, il faut que tu vois une bibliothécaire. Et j'ai vu l'une des fondatrices de la bibliothèque qui avait été voir, parce que c'est une bibliothèque très très moderne, et je voyais qu'ils avaient des joyaux, tous les témoignages qu'ils avaient trouvés. Et alors justement, je lui disais, mais comment avez-vous pu conserver ça? Et elle m'a dit, mais c'était dans les malles, cachés dans le sol, au plus bas.
Et ça a été, moi j'étais sidéré parce qu'elle a passé toute une matinée avec moi, et en me donnant des choses, et en mettant en avant, elle, malgré tout, mais alors tout en gardant quand même, je pense qu'elle était dans la ligne, et je me souviendrai toujours de ce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit, parce que je lui avais dit, est-ce que je peux vous demander votre nom précisément? Et puis elle m'a dit, j'étais comme notre ancienne présidente quand c'était le communisme, et donc je m'appelle Ludmila Gorbatcheva. Et elle était, mais c'était une femme, c'était incroyable parce qu'elle disait des tas de choses. Je pense que les autorités auraient été un peu, mais une femme extraordinaire. Excusez-moi. Merci beaucoup. Si vous permettez, participants, avant de passer aux questions du public, donc ce que je voulais demander à Boris, parce qu'il est spécialiste de langue et littérature slave, qu'est-ce qui se passe avec la langue biélorusse? Elle a été quand même très fortement discréditée pendant la période soviétique. On considérait que seuls des paysans encore parlaient cette langue. Et à la différence, par exemple, de l'Ukraine, où il y a eu quand même une renaissance très forte de la langue ukrainienne, il ne s'est pas passé la même chose en Biélorussie. Est-ce que c'est à cause de Loukachenko ou est-ce que parce que la langue n'occupait pas une place aussi importante dans les premières années du régime post-communiste? Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la linguistique biélorusse. Je sais simplement que, contrairement à ce que l'on dit bien souvent, ou ce que l'on veut faire croire, et ce qui est admis maintenant parce qu'on vit sous le prisme et par le biais des études russes et soviétiques telles qu'elles ont été imposées ou telles qu'elles ont été perçues depuis Moscou et imposées en France par des historiens, la Biélorussie a une identité qui existe depuis longtemps et une langue qui existe également depuis longtemps et qui s'écrivait en latin. Hein, il y a des textes latins du biélorusse qui existent et toute cette identité, toute cette langue a été combattue, effectivement. Et elle est devenue, puisqu'il y a eu des tentatives d'indépendance de la Biélorussie, modérées, enfin courtes dans le temps, elle est devenue synonyme du point de vue de l'État biélorusse et du gouvernement biélorusse actuel et depuis peu de temps, l'équivalent d'une compromission avec le nazisme, etc. Alors que les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Et il y a véritablement une culture et une tradition biélorusse qui existe et qui a perduré dans les couches intellectuelles et également dans les campagnes, mais aussi dans les couches intellectuelles. Moi, je me souviens très bien d'avoir été à Minsk en camp de pionniers dans les années 77, 78, et les enfants parlaient biélorusse, parlaient pas russe. Et je voudrais rajouter aussi quelque chose là-dessus parce que je me suis intéressée beaucoup à la langue biélorusse. Il y a eu la volonté pendant l'Union soviétique de la détruire. Et cette volonté, elle passait par beaucoup de moyens. Donc, la russification de la langue biélorusse, c'est-à-dire le remplacement des mots, changement de grammaire. Donc, il y a deux versions du biélorusse qui existent actuellement, un biélorusse soviétique et un biélorusse qui était avant l'Union soviétique. Deuxièmement, pendant l'Union soviétique, ce qui a été fait, c'est qu'il y avait une discrimination par la langue. Si tu parlais biélorusse, tu ne pouvais pas accéder à un poste. Et petit à petit, c'est comme devenu à être considéré comme une langue des kolkhozes, des villageois en patois, comme un patois. Ça, c'est le travail de l'Union soviétique qui avait adopté cette politique dès le début dans tous les pays qu'il a envahis pour justement enlever leur identité nationale pour qu'ils ne sortent pas de l'Union soviétique, donc de la Russie, on peut le dire aujourd'hui comme ça. Et après la chute de l'Union soviétique, il y a eu une période, parce que moi j'étais à l'école à ce moment-là, on étudiait la langue, il y avait beaucoup de... comment on dit ça, de sujets, pas de sujets d'études, des leçons qui se proposaient ou qui se faisaient en Bélarus. Il y avait l'histoire du Bélarus qui était beaucoup plus approfondie, qui avait beaucoup plus d'heures. Il y avait beaucoup plus de livres d'études qui étaient en Bélarus. Et on nous incitait à parler le Bélarus.
c'était la politique à ce moment-là de tout nouveau gouvernement qui était encore composé des gens de l'opposition, des gens qui étaient en opposition à l'Union soviétique, qui se sont retrouvés au Parlement du Bélarus. Donc toutes ces lois-là, ils étaient appliquées à mon jeune âge, et je me rappelle, il y avait toute une vague des professeurs qui sont venus justement apprendre cette langue avec tant d'enthousiasme, et j'ai vu tous ces professeurs licenciés de mon école parce que Loukachenko a adopté toute une autre politique qui revient à la politique de l'Union soviétique de dénatification, d'effacement de toute trace qui pouvait appartenir à une identité culturelle et nationale. Peut-être Alexandra, aussi quelques mots, et je voudrais vous poser une autre question. C'est comment vous voyez simplement la situation actuelle? Est-ce qu'il y a une chance? Est-ce qu'il faut vraiment que Poutine, d'une façon ou d'une autre, quitte le pouvoir pour que Loukachenko tombe? Ou il y a un espoir que, quoi qu'il arrive avec Poutine, ce régime biélorusse tombe? Votre sentiment? Voilà, si j'avais les cartes en main, là, je... Enfin, des prophéties, là. Oui, la prophétie. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Alice, c'est-à-dire que là, je pense que et toutes les mesures répressives qui sont prises petit à petit sont prises parce qu'il y a une résistance, en fait. C'est-à-dire que elles ne sont pas préventives, ces mesures. Elles sont là parce que ce peuple s'est révolté. Et je crois que quelque part, en fait, ce moment de mobilisation, même s'il n'a pas été très long, enfin, il a été long de toute façon, puisque c'est quand même plusieurs semaines, et puis on a mis du temps à le réprimer. Eh bien, il a quand même montré, en tous les cas, c'est ce que j'ai observé, et d'autres personnes qui ont travaillé là-dessus, ça a montré aux gens qu'ils avaient plein d'alliés, en quelque sorte. Alors que tant que la mobilisation n'existait pas, on ne le savait pas, c'était des rumeurs, il y a tant de pourcents qui... En plus, les sondages ne sont pas du tout fiables en Biélorussie, donc on ne savait pas qui pensait quoi. Là, cette mobilisation a permis de mesurer, en fait, l'état de la résistance. Après, si vous voulez, moi, c'est assez compliqué parce que on me dit, depuis que je connais ce régime politique, on me dit qu'il va tomber. Donc, il va tomber un jour, mais je me souviens notamment des économistes qui me disaient « Ah non, mais alors là, si cette nationalisation, cette gestion économique par Loukachenko, ça ne peut pas fonctionner, ça va durer tant d'années et ça va se finir. » Donc, si vous voulez, voilà, c'est quand même un régime qui dure depuis 1994, donc c'est très, 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 très difficile de le prévoir. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que je pense que il y a quelques petites nuances sur la question de l'alliance à la Russie. Hein. C'est-à-dire que Loukachenko, aujourd'hui, a comme seul allié Vladimir Poutine. Que Loukachenko, je crois, exactement comme d'autres dirigeants, j'allais dire ukrainiens, même si ce ne sont pas les mêmes, ne souhaitent pas la domination de la Russie sur son territoire. Et il y a plusieurs choses qui l'ont montré. Par contre, et c'est ce qui fait qu'il peut aujourd'hui être allié avec Poutine, il a une même perception géopolitique des choses, en dehors de partager le régime autoritaire de ces deux, de cette manière dictatoriale. Il partage, et la manière dont la mobilisation, je me souviens dès le mois d'août, la manière dont la mobilisation a été présentée dans les médias d'État. Alors là, c'était quand même avec cette idée que la contestation mène à la guerre, que la contestation, c'est le chaos. Et Loukachenko a présenté les choses pour son entourage, non pas pour convaincre la population qui était déjà mobilisée, mais à présenter les choses de manière à dire « derrière moi le chaos ». Pourquoi ? Parce que derrière lui, c'est l'incertitude, ça c'est sûr. Et Alice nous a parlé un petit peu de l'après, et qu'est-ce que la violence va provoquer. Plus la violence et plus le régime dure, et plus ce sera compliqué, l'après sera difficile. Donc voilà, je pense que c'est un régime qui est sans doute, j'allais dire, en fin de vie,
Mais voilà, je ne sais pas s'il y a une telle corrélation entre les deux régimes politiques. Voilà, je veux dire, une corrélation, c'est-à-dire dans le sens où s'il y en a un qui tombe, l'ombre tombera. Voilà, c'est très... Voilà, je préfère pas faire de prévisions parce que je pense que, vous voyez, c'est comme l'invasion par la Russie de l'Ukraine, c'est quelque chose déjà de complexe, mais c'est très dur. Ce qui est assez étonnant, c'est que l'on voit en jeu en ce moment la mémoire longue des peuples. C'est-à-dire que l'on voit que la mémoire longue ukrainienne, biélorusse, polonaise et des pays baltes travaillent au corps de l'histoire et en train de dépasser les associations, les unions qui existent depuis 1917, par exemple. Et que ce qui lie les peuples au-delà du temps court et les éléments culturels, les éléments linguistiques sont plus importants que les enjeux politiques sur un temps bref. C'est assez surprenant de le noter, c'est ce qui explique la sympathie, l'adhésion, l'admiration que suscite la résistance ukrainienne en Biélorussie et l'engagement de certains dans la guerre en Ukraine. Et ce que je voulais dire, c'est que ce qui, à mon avis, distingue Poutine de Loukachenko est là, aime le pouvoir pour le pouvoir. Tandis que Poutine a une vision géostratégique, a une vision pour la Russie, a une vision messianique. Loukachenko ne l'a pas, il n'a pas de vision expansionniste. Loukachenko n'a pas simplement la mentalité impériale qu'a Poutine. Donc lui, il veut juste être dictateur. C'est le pouvoir pour le pouvoir. Voilà, dans son pays. Je pose peut-être la dernière question à Alice et on va passer à vos questions. Alice, est-ce qu'on peut quantifier le nombre de Biélorusses qui se battent maintenant en Ukraine? Alors, c'est une question que je n'ai pas posée à mon frère et je ne pose pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est quelque part c'est une question de l'armée ukrainienne parce qu'ils font partie de l'armée ukrainienne et eux, ils ne dévoilent pas leurs chiffres. Ni leurs chiffres de morts, ni leurs chiffres d'effectifs. Donc, je ne peux pas dire. Et est-ce qu'on sait combien de Biélorusses se sont réfugiés en Ukraine? C'est une question dure parce qu'il y en avait déjà beaucoup qui étaient sur le territoire ukrainien à l'époque. Je crois que j'ai vu passer un chiffre de 300 000, mais dans le sens où des gens qui sont venus avant la révolution, c'était tous les citoyens bélarusses qui étaient sur le territoire de l'Ukraine au moment du début de la guerre. Donc, des chiffres que j'ai vus pour des personnes qui se sont exilées après 2020, c'était 100 000. Mais je ne suis pas sûre. Désolée. Si je peux me permettre, Galia, leur situation, puisque c'est un cas très intéressant. Hein, il y a 2 personnes qui sont chez moi depuis le début de la guerre, qui sont des Biélorusses, une est journaliste, l'autre est peintre, un couple. Et leur situation en France est très difficile parce qu'ils sont considérés comme Biélorusses et à la préfecture, on leur a dit de retourner chez eux. Et donc, ils n'ont pas la couverture qui est accordée aux Ukrainiens. Et c'est une situation extraordinairement compliquée. Et c'est pareil d'ailleurs pour les opposants russes qui arrivent en France, c'est absolument pareil. Comment ? Pas du tout, parce qu'il y a un accueil très spécial et d'ailleurs très chaleureux et important pour les Ukrainiens qui peuvent tout de suite avoir des papiers, des allocations, on inscrit leurs enfants dans les écoles, ils ont la couverture médicale, etc. Ils ont des logements. Là, nous avons notre caméraman, Gennady, que vous voyez. Eh bien, Gennady, ses 3 filles dont les maris se battent sur le front sont arrivées en France. Il y a au total, c'est donc 3 filles, elles ont 5 enfants, plus 2 qui sont les jumelles qui sont nées ici. Donc vous imaginez, 3 jeunes femmes avec 5 enfants et encore l'autre a été déjà au 8e mois, qui a accouché ici. Et elles ont tous donc trouvé des logements, des aides sociales,
la couverture médicale, etc. Mais pour les opposants russes ou biélorusses, ça ne s'applique pas, et je pense que vous savez très bien que recevoir le statut de réfugié politique, c'est la croix et la bannière, c'est très difficile. C'est pas toujours un grand succès parce que parfois les gens qui viennent, ils viennent parce qu'ils anticipent des problèmes. Vous voyez ? Tout à fait. C'est pas parce qu'ils ont déjà été arrêtés, mis sur la touche, etc. Et donc, formellement, ils n'ont pas de dossier. Ils ont fui la dictature. C'est des réfugiés économiques. Ah non, pas du tout, pas du tout. Non. Non, mais de Russie, il y a beaucoup de gens qui viennent parce que c'est moins confortable chez eux. Ils viennent en France parce que voilà. Je peux répondre à cette question? Oui. Parce que je suis un ancien réfugié. Attendez. Juste, Alice va répondre, ensuite on prend la question suivante. Oui, bonjour. J'ai fui Bélarus parce que j'ai anticipé que je vais être jetée en prison si je continue, si je reste là-bas. Je n'ai pas été torturée, je n'ai pas été battue. Est-ce que vous considérez qu'il fallait que je reste pour pouvoir être battue et jetée en prison pour après partir et être considérée comme réfugié légitime sur le sol français? Je n'ai pas compris mon propos. Excusez-moi, je me réexprime. Je parle des Russes qui aujourd'hui quittent la Russie. Ce ne sont pas forcément des opposants politiques. Ça dépend. Souvent des gens qui quittent la Russie pour des questions de confort matériel et qui n'ont... Écoutez, messieurs, c'est une question plus vaste, beaucoup plus vaste que vous l'imaginez et qui appartient à votre vision du monde et votre vision des personnes qui fuient leur pays. Parce que ces gens-là, on peut considérer tout le monde comme immigrés de confort dans ce cas-là. Oui, mais les gens qui quittent la Russie aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne mettent pas du tout en compte. Beaucoup, c'est combien, qui supportent toujours le régime de Poutine. Beaucoup, c'est combien, monsieur? Oui, beaucoup, c'est combien? Écoutez, sur quelles données vous vous basez pour dire? Est-ce que quitter sa maison chez soi, dans son pays, c'est une situation confortable? Comment vous pouvez dire ça? Non. Quel est ce chiffre de beaucoup que vous assénez là? Non. Quels sont vos chiffres? Quelles sont vos données? Quelles sont vos sources? Non, ce que je suis en train de dire, qui est purement factuel, ce que je dis et qui est très simple, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les gens qui quittent la Russie, aujourd'hui, sont purement des opposants politiques. Non, écoutez, Galia, excusez-moi, mais... Je vous arrête parce que vous avez déjà dit 3 fois la même chose. Je vais vous dire, il y a aujourd'hui, en 2 mois, depuis le début de la guerre, un exode assez massif de Russie. Il y a près de 200 000 personnes qui sont parties. Il y a probablement parmi eux certaines personnes qui pensent, par exemple, il y a beaucoup de spécialistes d'informatique qui pensent qu'ils auront du mal à travailler alors que la Russie se ferme du monde, par rapport au monde extérieur. Mais je vous assure que la plupart de ces gens sont des journalistes, des blogueurs, des artistes, etc., et que la situation est plutôt comparable à celle de la deuxième moitié des années 30 en Allemagne, quand des antifascistes ont fui massivement, pas seulement les Juifs, mais aussi les Allemands, ont fui l'Allemagne tout simplement parce qu'ils étaient en total désaccord avec Hitler et qu'ils ne voulaient pas partager, même passivement, parce que, vous savez, si vous restez, soit vous adhérez ouvertement, comme le fait pas mal de monde en Russie, et notamment les grands propagandistes du régime, certains artistes, certains écrivains, etc., ou vous vous taisez, et donc c'est une sorte d'approbation tacite. Vous validez par votre présence, ne disant pas non, vous validez la politique de Poutine. Et enfin, il y a le 3e cas de figure, c'est les gens qui ne sont pas d'accord et qui soit le disent là-bas, soit
émigrent parce qu'ils ne veulent pas, comme l'a dit l'écrivain et politologue Sergueï Medvedev, je ne peux pas vivre avec le goût de sang dans la bouche. Vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que le tableau que vous essayez de présenter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez, puisqu'on passe le micro, juste peut-être pour rebondir aussi sur une propre expérience personnelle, puisque j'ai des amis aussi à Minsk et j'étais allé les voir en octobre 2020, c'est-à-dire alors qu'on était déjà sur la décrue des manifestations de grande ampleur. Il y avait déjà les premières, y compris pour du blanc, rouge, blanc, on se faisait déjà arrêter. Mais donc avec mon ami, donc à mon âge, et sa fille était dans les facs, il y avait encore un mouvement étudiant, parce qu'évidemment, tout ce grand mouvement s'est décliné en mouvement ouvrier, en mouvement de retraités, en mouvement d'étudiants. Ils avaient quand même mai 68 aussi un peu comme modèle, hein, à un moment donné en 2020. Alors certes, il y a eu tout ce mouvement, comme nous a dit Alice, un peu de radicalisation dans le fait que le pacifisme n'aboutissait à rien. Mais peut-être aussi autre chose, parce que tout le monde sait qu'il ne soutient pas Loukachenko. Tout le monde en a fait la démonstration, quand bien même il est empêché de le dire. Tout le monde sait qu'il ne le soutient pas. Et peut-être juste un peu en décalage par rapport à ce qu'on connaît, mais qu'on voit dans toute cette jeunesse, c'est-à-dire bon, de la vingtaine étudiantes. Ils m'ont mis après sur des boucles Telegram, ils composent des vers en biélorusse, biélorussien, bélarus. Enfin, je veux dire, il y a comme l'idée qu'il faut... même si ce n'était pas forcément dans la littérature, hein, c'était tout simplement des fois dans des milieux étudiants, mais qu'il faut se parler entre nous, sur tous les sujets, voire composer dans cette langue comme un élément de résistance. Et je pense que là, y compris dans les chants du mouvement de 2020, justement celui qui a repris les stacks, il y a eu la première version en russe, beaucoup encore au mois d'août, et petit à petit c'est la version en langue biélorussienne qui s'est imposée comme le mouvement de résistance. Donc puisqu'on a parlé tout à l'heure de la langue, je crois qu'il y a quand même aussi un nouveau tournant, y compris si, bien sûr, qui a totalement décalage avec l'image que le régime impose depuis 26 ans ou depuis 2 ans encore plus. Mais il y a, y compris mes propres amis pour qui ils parlaient en russe parce que c'est tellement plus simple. Ils font l'effort aussi un peu comme il y a eu au début des années 90, parce que pour eux, ils sentent comme un manque de ne pas pouvoir s'exprimer dans la langue. Donc voilà, c'est aussi un élément qui existe encore au-delà des éléments plus politiques et de répression qui font vivre cet événement, cet esprit de 2020. Patrice, là, il y a une question là et là. Bon. Daniel. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence, cet événement très très instructif. Je voulais poser une question. Quand les manifestations ont commencé en Biélorussie, il y a eu une couverture très forte par les médias ukrainiens. Et j'ai vu un commentaire apparaître tout de suite et qui s'est répété, c'est-à-dire qu'on disait non, c'est pas le Maïdan. Et alors qu'on pouvait comprendre, on pouvait penser que le régime allait tomber. Et est-ce que vous avez une opinion là-dessus? C'est-à-dire, est-ce que c'était moins radical parce que c'était pacifique? Mais c'est quelque chose qui est revenu. Alors il y avait peut-être derrière un doute sur le fait qu'on puisse faire tomber le régime biélorusse comme ça. Moi, ce que j'ai dit à ce moment-là, en fait, c'est que je trouve que le mouvement de contestation, quand on parle de Maïdan, en fait, j'ai plutôt comparé ce mouvement de contestation à la révolution orange. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que c'est une révolution au départ électorale. C'est-à-dire qui conteste les fraudes électorales. Et c'est ça le point de départ. Et la révolution orange de 2004, c'est ça son point de départ. Et donc je trouvais que le mouvement de contestation était beaucoup plus comparable aux révolutions orange, aux révolutions qu'on a appelées de couleur, qui se déroulent au moment d'une élection où le pouvoir en place cherche à contrôler la procédure électorale et en face, on a des citoyens, des observateurs, etc., qui essayent de montrer qu'il y a des fraudes électorales. La grande différence entre les deux mouvements, c'est que la révolution orange, elle est pacifique, qu'il y a un moment de tension dans la rue pendant 2-3 jours et que ensuite, les forces de l'ordre, Kouchma étant au pouvoir, décident de ne pas intervenir, ce qu'a beaucoup regretté à l'époque d'ailleurs Yanukovych.
Et donc, invalidation par la Cour, etc. Et Yushchenko finit par être élu. Là, on a effectivement un mouvement qui est réprimé dès le départ. Et effectivement, je pense que l'idée de c'est pas Maïdan, c'est que la grande différence entre la révolution orange et en général les révolutions de couleur et ce qu'on appelle donc Maïdan, qui est devenu maintenant un terme générique, mais en tous les cas la révolution 2013-2014, c'est l'usage de la violence qui n'est pas immédiate, hein, qui est liée à la répression par les forces de l'ordre, hein, la volonté de nettoyer Maïdan à chaque fois qu'on essaye de nettoyer Maïdan, voilà. Et puis et effectivement ce niveau de violence. Le deuxième aspect aussi qui est assez différent, c'est que la révolution, enfin le mouvement de contestation au Bélarus, c'est un mouvement qui n'est pas géopolitique du tout, qui est national. Avec le drapeau, avec les chants, c'est un mouvement national et où il y a très peu de drapeaux européens. Et donc en cela, il est assez différent de Maïdan, notamment dans ses débuts. Mais très très vite, c'est un mouvement, et pour moi, les deux se rejoignent de ce point de vue-là. C'est que le Maïdan s'est transformé en révolution de la dignité, en raison d'ailleurs de l'usage de la violence. Et le mouvement, je pense, cette contestation biélorusse, est un mouvement aussi pour la dignité humaine, compte tenu de la répression qui s'est passée. Et il y a une forte corrélation en termes de les revendications qui étaient là, c'est plus d'élections, mais aussi la liberté. Je me souviens d'ailleurs des slogans de Tikhanovskaya, hein, c'est la liberté dans l'éducation, la liberté d'entreprendre, hein, c'est-à-dire c'est un mouvement pour la liberté, comme l'ont été toutes les révolutions ukrainiennes. Oui, c'est d'ailleurs tout l'enjeu de la guerre actuelle. C'est de pays qui veulent aller vers les Lumières, ce qui inspire les sociétés dites occidentales, le respect de l'humain, le respect de l'être, et de l'autre côté, des régimes de type dictatorial dans lesquels la vie humaine et le respect de l'individu ne comptent pas. Juste une petite question à Alice. Est-ce qu'on peut évaluer les chiffres de gens qui étaient sortis dans la rue, les moments les plus forts de cette contestation de 2020? Alors, je ne me rappelle plus. 100 000. Je crois que 100 000, ouais. Il y avait entre 100 000 et 300 000, en fait 100 000 à Minsk et 300 000 partout sur tout le territoire. Ouais, au plus haut point. Ouais. Pour 10 millions. Pour 10 millions d'habitants, dont 9 millions et quelques. Ouais. Ouais. Dont beaucoup de personnes. Ouais. Oui, avec des meetings qui réunissent près de 20 à 30 000 personnes, ce qui est absolument extraordinaire. Hein. On a encore une ou deux questions et après, si vous voulez, vous pourrez peut-être vous procurer du texte de cette pièce. Non, il y avait, Patrice, il y avait encore deux questions là. Bon. Moi, je voulais demander, est-ce qu'on a une idée de quelle chaîne de télévision regardent les gens en Bélarus? Je suppose qu'il y a la chaîne officielle, mais est-ce qu'on regarde les chaînes russes? Est-ce qu'on regarde les chaînes occidentales? Et est-ce qu'il y a un équipement d'antenne de réception directe? Alors, on regarde les chaînes russes, on regarde les chaînes bélarusses. Et il y a, à ma connaissance, il n'y a pas de diffusion nationale des autres chaînes, des chaînes de Deutsche Welle, par exemple, en russe. Non, il n'y en a pas. Depuis 2020, les personnes, même âgées, ont pris l'habitude de chercher leur information ailleurs qu'à la télévision, mais il reste toujours la population âgée ou la population moins éduquée qui ne regarde pas ces sources, qui regarde la propagande russe, comme ma grand-mère, par exemple. Il y a la télévision même, je crois, polonaise. BT dans BT Belsat. Belsat. Belsat, oui. Alors, il y a des YouTube, il y a des télévisions qui sont montées à l'extérieur, qui sont montées à l'extérieur, qui se diffusent sur YouTube. Mais ce n'est pas à l'échelle de la télévision. Ma grand-mère ne va pas aller chercher sur YouTube une autre télévision, elle va allumer son poste télé. Donc, ouais. Bon, on a encore la possibilité de poser deux questions et après on s'arrête. Donc, il y a un monsieur là. Là-bas.
Ouais, là-bas. lui, ça fait Il y a longtemps. un monsieur là. Voilà. Non, mais Ok. ce que je pense, c'est que ce qui passe ici est très important parce que la différence entre la révolution orange et Maïdan et ce qui passait à Minsk, c'est la détermination des classes dominantes sur place. Au moment de 89, des révolutions de tous les pays slaves et de l'Est, il y a des doutes dans les régimes. Les régimes n'osent pas, comme tu as dit avant, réprimer ceux qui, à Minsk, ils n'hésitent pas. Ils n'hésitent pas du tout de réprimer. Et récemment, en 1984, qui décrit parfaitement la logique de ces pays, était censuré en Russie. Et Orwell dit clairement qu'une classe dominante, sûre d'elle-même, déterminée, avec les moyens, ne peut pas être renversée de l'intérieur. Mais ce qui passe ici, ce qui passe avec les Bélarusses de l'exil et de l'intérieur, ils commencent à avoir tous les ingrédients pour une révolution de ces pays. Il y a les résistances intérieures, comme en France pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi. Il y a un embryon d'armée extérieure qui s'est construit à l'Ukraine et qui prend de l'expérience, peut-être plus de l'expérience que l'armée ukrainienne lui-même, qui n'a pas fait de guerre depuis un moment. Il y a des classes dirigeantes aussi. Donc, personnellement, je vois ça d'un sens positif, mais ça dépend aussi de ce qui va passer à l'Ukraine. Si l'Ukraine va gagner, la Russie va être affaiblie, ça va donner du courage à l'armée ukrainienne, à la résistance extérieure. Et ce qui passe ici, c'est qu'on a les privilèges, même si on a des graines de sel au niveau des sables, au niveau d'influence, c'est nous qui peuvent parler, qui peuvent écrire, qui peuvent influencer, qui doivent faire comprendre au gouvernement qu'on aime bien, qu'on aide beaucoup plus à l'Ukraine. Parce que la France n'aide pas beaucoup à l'Ukraine par rapport aux États-Unis et l'Union européenne. La France seule aide moins que la Pologne, qui a beaucoup moins de moyens. Alors c'est à nous d'influencer autant qu'on peut pour que l'Ukraine gagne, pour qu'il n'y aura pas de business as usual avec des dictateurs, et que nous, les pays libres, c'est nous qui pouvons faire que des gens-là qui ne peuvent pas écrire, qui ne peuvent pas aussi facilement aller à des événements sympas comme celle-ci, puissent faire leur évolution. C'est notre responsabilité. Et je n'ai pas vraiment une question en même temps. Merci beaucoup. Bon. Patrice, là, il y a un monsieur aussi qui voudrait poser la question. Non, ici d'abord. Ah oui, monsieur. Voilà. Et après, donc, Maxime, juste en face. Et ça va être 2 dernières questions. Il y a quelque chose que je ne comprends pas sur le chemin que veut emprunter l'opposition bélarusse. Il n'y a pas de drapeau européen. Loukachenko tombe. Que fait la Biélorussie? Elle se retrouve dans l'Europe. Elle se retrouve coincée entre la Russie et l'Europe. Je ne comprends pas. Très bonne question. Moi, c'est quand on a dit assez rapidement que c'était un mouvement, comme je l'ai dit tout à l'heure, national, avec des revendications pour le pays lui-même, et qu'il n'y avait pas de revendications géopolitiques, pour moi, il était très clair que si cette révolution gagnait, ce serait une révolution pro-européenne. Tout simplement, pourquoi? Pro-européenne au sens de valeur, en quelque sorte. C'est-à-dire que pro-européenne dans le sens où, de toute façon, regardez où est l'opposition en exil. Elle dépose une demande d'adhésion à l'Union européenne Non, ça c'est assez compliqué. Ce que je veux dire par là, et si elle le fait, pourquoi pas? Je veux dire, la Moldavie, l'Ukraine et la Géorgie le font. Donc, je ne vois pas pourquoi la Biélorussie, après les Européens feront ce qu'ils veulent. L'Europe n'a pas inclus la Biélorussie dans ses futurs projets. Non. La Biélorussie est inclue dans la politique européenne de voisinage depuis le début. C'est Alexandre Loukachenko qui ne souhaite pas avoir un plan d'action, un accord d'association avec l'Union. Ce n'est pas l'inverse. Tous les pays de l'Est, et le partenariat même avec la Russie, souvent on dit « Ah, la Russie a été exclue ». La Russie a surtout dit « Vous n'allez quand même pas nous mettre au même niveau que la Moldavie et que le Bélarus ». Vous voyez ? Donc on lui a créé un partenariat spécifique. Mais elle n'a jamais été exclue d'une coopération avec l'UE. C'est ce qu'elle ne veut pas. Et Loukachenko, c'est pareil. C'est-à-dire, forcément, ces pays peuvent, s'ils le souhaitent, avoir un accord d'association, un accord de libre-échange et un accord pour leurs citoyens sans visa. Par contre, je pense que, et on l'a vu très rapidement, qui a accueilli l'opposition et qui l'accueille aujourd'hui. C'est-à-dire que, et en fait, le problème qui se joue aujourd'hui au Bélarus, et ce que je rejoins sur l'histoire, enfin sur la question de l'histoire, mais aussi politiquement, c'est qu'en fait, tout simplement, les Ukrainiens, moi je le dis,
et au Bélarus, c'est exactement la même chose. Ce ne sont pas des révolutions anti-russes, pas du tout. Ce sont des révolutions anti-domination de la Russie et surtout des révolutions sur la liberté et la démocratie, ce que ne propose absolument pas le régime russe, comme l'a dit Alice. Ce régime politique russe s'est de plus en plus éloigné d'un modèle démocratique. Et en fait, aujourd'hui, vous croyez que les Biélorusses qui font la révolution, ils sont en train de se dire « Ah oui, tiens, pourquoi pas adopter le régime autoritaire russe ?» Pas du tout. On n'est pas du tout. Donc, je pense que ce sera, de toute façon, un rapprochement avec l'Union européenne. Est-ce qu'il y aura une demande d'adhésion ? Pas forcément. Mais je pense qu'il y aura un rapprochement. De l'OTAN comme l'Ukraine. Non, mais il faut pas. Je crois qu'il faut quitter une vision simpliste et qui nous est imposée depuis des décennies par la Russie. Il y a des pays qui peuvent aussi avoir existé et qui ont imposé à l'Occident une vision et une peur, c'est-à-dire n'allons pas au-devant de certains peuples car on va déplaire à la Russie. Maintenant, il y a une révolution dans nos propres esprits et en Occident qui se produit et qui comprend qu'il y a des peuples qui sont dignes de respect et dignes de réfléchir par eux-mêmes, que l'on doit considérer comme des entités en tant que telles, indépendamment de la Russie. Et laissons ces peuples-là décider par eux-mêmes. Justement, monsieur, s'ils veulent adhérer à l'OTAN ou s'ils veulent adhérer à l'Union européenne, mais de manière indépendante et adulte, détachée de la Russie. C'est le moindre des respects que l'on peut avoir envers eux, c'est-à-dire de les laisser décider par eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'alliés, comme l'Union européenne ? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'un pays décide de sa propre politique étrangère. Voilà. L'indépendance, c'est je décide mais surtout, où je veux être plus tard. Dans quelle organisation ? Du point de vue occidental aussi, c'est de dire on ne va pas intervenir parce qu'on a peur de la réaction de la Russie. On va lui déplaire à tel ou tel dirigeant russe. Voilà. Maintenant, il faut que il convient d'engager le dialogue ou de soutenir les initiatives qui sont prises pour que ces pays soient considérés comme des pays adultes avec des peuples adultes avec leur identité respectable et respectée. Attends. Je me souviens que Svetlana Tikhanovskaya, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit qu'elle a réussi, elle a eu la majorité. Et la première chose qu'elle a dit, c'est qu'il va y avoir des élections libres. Elle n'a pas dit « je serai moi la présidente ». Elle est intérimaire. Et la première chose qu'elle a dit, et qui est vraiment très important, monsieur, c'est que, justement, pour en revenir à la liberté vers laquelle les Biélorusses vont, c'est les élections libres. Et c'est ce qu'elle a... Voilà, je veux dire que c'était ça la réponse. Bon, merci beaucoup. Donc, dernière question pour Maxime, qui est au deuxième rang. Donc merci pour cette conférence. Ce que je voulais dire, ce que je voulais dire tout à l'heure, par rapport à la réflexion que j'ai pu vous faire sans lever la main, personnellement, je trouve que c'est très bien d'accueillir les réfugiés ukrainiens, c'est un devoir moral, mais c'est aussi un devoir moral d'accueillir les Bélarusses en exil. Et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas, pourquoi est-ce il ne faudrait pas qu'il y ait, pourquoi ne pas unir nos efforts pour une révision juridique des règles d'accueil qui nous permettent d'accueillir à la fois, sans distinction aucune, les Ukrainiens, les Bélarusses, les opposants russes, plutôt que toutes ces complications administratives dont malheureusement le droit français est friand. Puisque c'est pourquoi enfin c'est une question un petit peu qui va vous paraître utopique, mais qui se pose quand même. Oui, mais je vais répondre rapidement, c'est que c'est une question vis-à-vis des Ukrainiens. Je pense que le gouvernement français, comme toute l'Europe, a réagi en urgence. Par contre, ce que se passe avec les réfugiés, et là je vais dire de tous les réfugiés, syriens, kurdes, etc., pakistanais, c'est juste les règles d'accueil en France. Et c'est là-dessus, et ce n'est pas le sujet de cette conférence. C'est pas, et là-dessus, les réfugiés bélarusses et les réfugiés russes sont traités de la même manière, comme peut-être un peu plus privilégiés parce qu'ils sont blancs, et malheureusement, il y a quand même aussi le traitement aussi à l'encontre des gens c'est triste. racisés. Voilà. Du coup, c'est là-dessus le sujet de notre conférence. Oui, il suffit d'aller dans les préfectures, comme je peux
de la préfecture et de voir comment les gens sont accueillis, d'ailleurs de manière très, très digne, mais pour voir qu'il y a, et on l'a oublié, c'est aussi une révolution qu'on doit opérer dans nos propres esprits, qu'il y a des personnes qui viennent de Syrie, il y a des personnes qui viennent d'Irak, il y a des personnes qui viennent d'Iran. Du Tigré aussi, maintenant. Et oui, donc elles aussi, elles ont besoin qu'on les accueille avec toute la dignité nécessaire. Hein. Excusez-moi encore, ça va être un petit peu déborder le sujet, mais c'est quand même un petit peu injuste quand on nous demande de faire plein d'efforts pour l'Ukraine où il y a 15 000 morts, une situation de famine depuis 2 mois, alors qu'au Tigré, il y a déjà eu 70 000 morts et une situation de famine depuis 2 ans. Voilà, c'est l'injustice de la géopolitique. C'est une guerre sur le sol européen. Écoutez, on est obligé de rester là parce que c'est juste le règlement qu'il faut libérer la salle à 21h. Je vous rappelle qu'il y a des livres ici, je ne sais pas, c'est Boris qui doit s'en occuper. Donc si quelqu'un veut acquérir le petit livre en guise de souvenir, et moi je vous rappelle aussi, je n'ai même pas encore passé l'annonce. En fait, Desk Russie va organiser une discussion sur la position occidentale vis-à-vis de l'Ukraine, donc le réveil occidental et les oppositions, les agents d'influence, etc. D'ici une petite semaine, le 26 mai, dans notre théâtre du Nord-Ouest, 13 rue du Faubourg Montmartre. Je vais mettre aujourd'hui l'annonce sur Facebook et sur d'autres réseaux et je vous remercie beaucoup.